Bonjour, mon nom est Sylvain Perron de l'Éco-Quartier-Hochelaga. Cette semaine, je vais vous parler de vos résidus domestiques dangereux et surtout comment s'en débarrasser. Les résidus domestiques dangereux, les RDD, représentent 10 à 15 de vos matières résiduelles. Il est donc important de bien les identifier pour surtout bien s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on entend par RDD? En fait, c'est surtout les piles, les CD, les cartouches d'imprimante, les ampoules fluocompacts, les ordinateurs ou tous les outils de technologie de l'information et surtout les pots de peinture. Il est important de comprendre qu'on peut toujours remettre les RDD dans tous les écocentres. Donc, il y en a un peu partout à Montréal, il y en a aussi dans la plupart dans les villes de banlieue. Mais plusieurs détaillants accueillent également en fait les RDD, tout dépendant de leur spécialité. Si on prend par exemple Rona a maintenant un programme pour recycler la peinture. Donc, si vous apportez votre pot de peinture, ils vont simplement reprendre vos pots de peinture pour en faire de la peinture recyclée. Bureau, en gros, en fait, offre un excellent service de récolte de vos ordinateurs. En fait, ils reprennent presque tout ce qui est relié à l'informatique. Donc, vos écrans, vos ordinateurs, vos imprimantes, même les téléphones. Future Shop et Best Buy offrent également une récolte de cellulaires, en fait, ou de vieux lecteurs MP3. On peut voir aussi également des lecteurs de disques compacts. On peut avoir aussi tout ce qui est électronique au niveau de leur vente. Donc, tout ce qui est les lecteurs DVD, les lecteurs VHS, à la limite, si vous en avez encore. Bell, Rogers et les Caisses Desjardins offrent également un service de récolte de cellulaires. Donc, on peut leur donner les étuis, les chargeurs et également les téléphones. HP et Dell offrent également un service à domicile de récolte d'ordinateurs et d'accessoires à ordinateurs. Cependant, c'est gratuit ou parfois à faible coût, tout dépendant de vos produits. Lorsqu'on retourne nos produits informatiques, les disques durs sont complètement formatés et sont démontés pour être donnés à des organismes de charité ou encore à des écoles ou à des centres de petite enfance. S'ils n'offrent plus aucune valeur en termes de réemploi, ils sont simplement broyés et les métaux à l'intérieur sont revendus sur le marché de la transformation. Il est très important de ne pas jeter les RDD à la poubelle. Ils offrent beaucoup de précieux métaux et peuvent être revendus facilement. Donc, ne les mettez pas à la poubelle, c'est très important. Allez voir votre écocentre ou encore allez voir les détaillants que je vous ai mentionnés précédemment. Bonjour, Sylvie de Bellefeuille, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Cette semaine, nous allons parler des redresseurs financiers. Alors, vous avez peut-être des problèmes financiers, vous avez certainement vu dans les journaux ou dans des annonces un peu partout des personnes qui se présentent comme des redresseurs financiers, qui vous proposent un peu mer et monde, vous proposent de refaire votre crédit. Alors, on va essayer de démystifier un peu tout ça cette semaine. Donc, au niveau des redresseurs financiers, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour refaire son crédit. Dans bien des cas, on va vous promettre, par exemple, de diminuer des paiements, d'arrêter des saisies, d'arrêter le harcèlement des créanciers. Qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un dossier de crédit, c'est pas quelque chose qui disparaît un peu par magie. C'est pas parce qu'on a déjà un mauvais dossier de crédit qu'un nouveau prêt va nécessairement améliorer notre situation. Il y a seulement le temps qui peut effacer une mauvaise note qu'on pourrait avoir à notre dossier de crédit. Donc, si par exemple, j'ai fait une faillite, j'ai une mauvaise cote à mon dossier de crédit, cette mauvaise note va rester durant 7 ans à mon dossier de crédit. Malgré le fait que d'autres personnes pourraient m'offrir quand même d'autres prêts, cette mauvaise note-là, il y a seulement le temps qui va pouvoir l'effacer. Par exemple, si j'ai déjà fait une faillite, je vais avoir une mauvaise note à mon dossier de crédit. Cette mauvaise note-là va avoir une durée de 7 ans. Alors, malgré le fait que je pourrais avoir d'autres crédits par la suite qui pourraient m'être offerts, la mauvaise note va demeurer au dossier de crédit. Il n'y a que le temps qui va faire en sorte que cette note-là va s'effacer. Maintenant, il y a un prix à payer. On nous offre du crédit malgré un mauvais dossier. Généralement, le problème, c'est que le crédit qu'on va nous offrir va être à des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus élevés et c'est souvent ça qui est le problème. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des redresseurs financiers qui vont offrir des sortes de consultations budgétaires. On va dire, venez chez nous, on va regarder votre situation financière et on va vous offrir certaines pistes de solutions. Alors, parmi les pistes de solutions qui sont offertes, dans certains cas, ça va être ce qu'on appelle de la consolidation de dette, où on va dire, on va prendre un prêt qu'on va jumeler. Alors, vous n'allez faire qu'un seul paiement au lieu d'avoir des paiements à gauche et à droite, et ça va être plus facile à gérer.
Maintenant, le problème, c'est que ce paiement-là, parfois, ne tient pas compte de votre capacité réelle de remboursement. Et encore faut-il que le taux d'intérêt qu'on vous offre sur ce nouveau prêt-là soit plus avantageux que les intérêts que vous payez déjà sur vos autres prêts. Dans d'autres cas, il y a des gens qui vont offrir de la consultation qu'on va devoir payer pour ensuite être référé à un syndic de faillite. Alors, payer pour se faire dire qu'on doit faire faillite, je dirais que c'est une dépense qui peut être un peu inutile dans la mesure où il y a déjà d'autres organismes qui peuvent le faire gratuitement. Vous avez des organismes comme Option Consommateur, des organismes comme les ACF qui, elles, peuvent évaluer de façon générale votre situation financière et vous offrir de façon gratuite des pistes de solutions. Et si vous devez, à ce moment-là, aller consulter un syndic de faillite, bien souvent, c'est possible de le faire directement sans devoir passer par un redresseur qui va lui prendre des frais pour vous conseiller d'aller ailleurs. On propose des solutions parfois qui peuvent sembler miraculeuses. On propose des belles solutions. On vous dit qu'il n'y a aucun cas refusé, deuxième, troisième chance au crédit. Donc, de façon générale, quand ça semble trop beau pour être vrai, je pense qu'il faut se poser des questions. Il n'y a jamais de recette miracle qui permette de régulariser une situation difficile au niveau financier. Alors, il faut vraiment faire attention avec les gens avec qui on fait affaire, aller prendre des informations auprès des regroupements des ACF, entre autres, où vous pouvez avoir de l'information gratuite, qui est confidentielle, qui également est sans parti pris. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher des gens qui sont compétents, qui n'ont pas de bénéfice à ce que vous choisissiez une solution plutôt qu'une autre, alors que ce n'est pas toujours le cas de certains redresseurs qui sont sur le marché. Bonjour, ici Dominique Dupuis de l'Armoire Duo. Cette semaine, on va faire de la polenta. C'est quoi la polenta? Bien, c'est de la semoule de maïs. Ça se vend, c'est une semoule quand même assez grossière. Vous l'achetez en sac. Il ne faut pas se tromper avec la farine. La polenta, c'est un peu plus grossier que la farine de maïs. Comme c'est du maïs, bien, je vous conseille de l'acheter organique parce que le maïs, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui est très, très OGM. Donc, on l'achète organique comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire bouillir, on va le faire cuire. Ça se vend déjà fait en rouleau. Vous avez juste à le couper à ce moment-là puis à le faire cuire. Mais ça coûte vraiment moins cher de le faire soi-même, mais ça prend pas beaucoup de temps. La polenta qu'on va faire cette semaine, c'est une polenta avec des tomates séchées et du basilic. Vous pourriez l'assaisonner aussi comme vous voulez. On peut la faire avec aucune saveur aussi. Par contre, c'est important de saler l'eau. Puis, on va aussi après, parce qu'il faut faire ça rapidement, là, parce que quand ça prend, faut faire ça vite. Donc, on va huiler aussi un peu notre plaque. Donc, je vais bien huiler pour être sûr de ne pas avoir de problème à le démouler. La polenta, c'est italien. C'est très populaire pour les végétariens parce que justement, on peut faire beaucoup de choses avec la polenta. Donc, ça a comme une texture très intéressante. Voilà. Donc, quand vous vous installez pour faire votre polenta, il faut être prêt, OK? Parce que comme je disais, il faut faire ça quand même assez vite. C'est à peu près la seule chose là, technique à se rappeler de la polenta. Et puis aussi, il ne faut jamais arrêter de brasser. Quand on sait ça, on est prêt à commencer. Donc, ça prend de l'eau, toujours le triple d'eau de la quantité de semoule de maïs. Donc, je vais faire à peu près une tasse de polenta. Donc, je vais prendre 3 tasses d'eau. Comme j'ai dit tantôt, c'est important de saler notre eau. Donc, on va mettre du sel. Donc, on fait bouillir l'eau. Il faut que ce soit à gros bouillon. Pendant ce temps-là, on va mesurer la polenta. Donc, j'ai dit 1 pour 3. Ça va être une tasse de polenta, 3 tasses d'eau. La polenta aussi, on va la verser dans l'eau, mais tranquillement. Ce que ça vous prend aussi pour faire la polenta, c'est vraiment un bon bras parce qu'il va falloir brasser là, vraiment constamment. Ça bouille, on va ajouter la polenta tranquillement, puis on va brasser aussi en même temps. Donc, on ajoute la polenta. Quand ça va être fini, il va falloir baisser le feu. On va baisser à feu doux, mais sans jamais arrêter de remuer.
Quand ça va devenir juste un petit peu résistant, comme un peu plus épais, là, on va ajouter nos tomates séchées et notre basilic. Donc là, je commence à voir que ça épaissit, mais c'est pas encore tout à fait le temps. Pour les tomates séchées, là, si vous avez des tomates séchées dans l'huile, ça va. S'ils ne sont pas dans l'huile, je vous conseille de les ébouillanter avant. Donc, verser dans un petit bol de l'eau bouillante sur les tomates séchées, puis hachez-les. Par la suite, ça va aller mieux pour ajouter à la polenta. Là, aujourd'hui, j'ai des tomates séchées dans l'huile, mais j'ai pas gardé l'huile. On ne va pas ajouter d'huile. On peut ajouter de l'huile dans la polenta si on veut, mais moi, je trouve pas que c'est nécessaire. Si vous arrêtez de brasser, ce qui arrive, c'est que vous allez être éclaboussé. Puis comme c'est très bouillant, ça fait mal, là. Donc au début, c'est ça, il ne faut vraiment pas arrêter de brasser. Ou sinon, ça fait des bouillons, puis on en reçoit. Bon, quand vous commencez à avoir mal au bras, c'est parce qu'il est pas mal le temps d'ajouter vos tomates et votre basilic. Aussi, peut-être une spatule, c'est bien quand même d'utiliser parce qu'il faut bien racler les côtés. Donc, le basilic, on remue. Ensuite, les tomates séchées. Quand ça devient vraiment épais, là, quand même plus épais que pour un gâteau, là, c'est le temps de le verser dans votre moule qui a été préalablement huilé. Donc voilà, c'est vraiment épais. On va être prêt à transvider dans le moule. Et puis, ça peut être un moule qui va au four si vous voulez terminer la cuisson de la polenta au four, mais ça peut être aussi dans un autre moule qui va au frigo. Parce que vous pouvez le faire refroidir au frigo et juste le faire réchauffer là, à la poêle quand vous voulez en manger. Ça se garde quand même longtemps. Donc ça, c'est vraiment quand même la polenta traditionnelle italienne. Et puis, ce que je fais moi d'habitude, c'est que je le coupe en tranches, puis je le sers soit comme plat principal ou je le mets aussi, ça peut être en accompagnement, là, sans problème. Donc voilà, c'est l'heure. Donc voilà. Il faut bien l'étendre. Faire quelque chose de lisse. Et comme je disais aussi plus tôt, il faut faire ça quand même assez vite. J'aime bien quand ça ressemble un peu à des lanières de poulet, exemple. La polenta, c'est ça qui est bien pour végétaliser notre vie. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez pratique pour remplacer la viande. Donc, on peut soit mettre au four à 350, terminer la cuisson, ou on le met au frigo et puis on le démoule après le frigo. Ça va être pris ensemble et puis on va couper des tranches. On va les faire revenir à la poêle si on veut. On peut même les enrouler dans une chapelure puis les faire cuire à la poêle ensuite. Sinon, si vous le mettez au four, quand ça sort du four, il va être prêt à couper. Et puis la polenta, ça se mange chaud ou froid. Donc, amusez-vous avec la semoule de maïs polenta à l'italienne aux tomates séchées et basilic. Bonjour, je suis Aude Guiraud, globe-trotteuse et professeure en tourisme. Cette semaine, je vous parle d'échanges de maisons entre le Québec et le reste du monde. Alors un film a été tourné autour de ce concept-là. Ça parle de deux protagonistes qui s'échangent leur maison. L'une est au nord de Londres, dans un petit village, avec une humble demeure, et l'autre, c'est un peu le contraire. Elle a une villa luxueuse, magnifique au bord de la mer à Los Angeles, et elles s'échangent durant leurs vacances. C'est aussi le nom du film, Holiday en anglais. Et elles s'échangent durant leurs vacances de Noël, pendant quelques jours, leur maison. Alors c'est un film tout léger, tout simple, mais ça tourne autour du contexte de l'échange de maison. Et je vous dirais que ça va vous mettre l'eau à la bouche pour rêver sur vos futures destinations. Le troc de maison connaît un grand succès ces dernières années. Il faut dire que c'est un moyen économique, quasiment gratuit, d'échanger sa maison, de partir en vacances avec un budget tout à fait serré. Le principe, c'est d'échanger sa maison contre la maison de quelqu'un d'autre dans un autre pays
ou dans une autre province au Canada. Le tout se fait via Internet. Il existe une soixantaine de sites différents pour arriver à trouver la perle rare. Les sites ne sont pas gratuits par exemple. On compte à peu près 40 $ à 100 $ par inscription. On vous demande de remplir une fiche avec quelques photos de votre maison, la description de votre maison, la destination qui vous intéresse et les dates qui vous intéressent aussi. Il se peut que les dates ne coïncident pas forcément dans votre recherche et qu'il vous faille chercher 2 ou 3 maisons. Plus vous restez longtemps dans un pays, plus vous avez besoin de dates qui coïncident, donc 2-3 maisons par destination. Comptez pour l'inscription 9 à 12 mois à l'avance. Donc réservez et inscrivez-vous le plus tôt possible. C'est vraiment la règle du premier arrivé, premier servi dans ce domaine-là. Donc plus vous êtes à l'avance, plus vous risquez de trouver la perle rare avant tout le monde. Surtout si vous envisagez de partir à l'autre bout du monde dans un pays exotique et que vous cherchez une villa par exemple. Alors j'ai d'ailleurs demandé pour cette chronique à un ami qui a procédé l'année dernière à cet échange de maisons. Lui il habite à Longueuil, il devait passer 2 mois à Paris et il a trouvé donc 3 maisons différentes à Paris pour couvrir ces 2 mois. Il était enchanté de son expérience. Et en général, les gens ressortent enchantés de leur expérience. Ils créent de nouveaux contacts. On voyage quasiment gratuitement. On peut échanger même sur place son auto. Donc ça permet d'avoir une auto sur place. La seule chose, le seul inconvénient qu'on voit, c'est que c'est chronophage. Ça prend énormément de temps pour trouver la maison et pour dresser un certain contact avec le futur locataire. Comptez 20 heures, à peu près une vingtaine d'heures de recherche, de contact, etc. Parlons contact. Le contact est très important. Vous allez laisser des gens inconnus quasiment dans votre maison, dans votre milieu intime, dans vos propres affaires. Donc le contact via email ou via téléphone ou via Skype est très important. Dressez un espèce de lien pour avoir un peu plus de confiance. Il faut quand même prendre des précautions. Quand vous avez fait vos recherches, vous avez trouvé les bonnes dates, la bonne maison, le contact vous semble intéressant, là, vous pensez aux précautions avant de partir. Déjà, la première chose, c'est d'appeler vos assurances maison et d'appeler votre assurance voiture, au cas où, pour les prévenir qu'il va y avoir d'autres personnes dans votre maison. Prévenez aussi vos voisins qui ne s'inquiètent pas de voir du monde étranger dans votre maison. Pour vos affaires de valeur, peut-être prévoir, soit si vous avez un coffre-fort, de l'utiliser, soit si vous avez une pièce fermée, de l'utiliser, ou de donner peut-être vos bijoux et vos affaires importantes à un ami pendant la durée du séjour. Prévoyez aussi une liste de bienvenue pour les futurs occupants. Alors, liste de bienvenue avec les numéros d'urgence, ce ne sont pas les mêmes de pays à pays, donc c'est bien de le savoir pour ici. Les numéros des taxis, des docteurs, des restaurants et épiceries de proximité. Pourquoi pas non plus une liste de fonctionnement de votre maison, pour le gaz par exemple, si vous avez un jacuzzi, comment ça fonctionne, si c'est pendant l'hiver. Les mesures hivernales, on n'est pas forcément au courant quand on vient de l'extérieur du Québec, donc pourquoi pas donner quelques indices, la souffleuse par exemple. Si vous avez une piscine aussi, expliquer. Si vous avez des plantes, quoi faire avec les plantes, des animaux, quelles sont leurs nourritures, leurs habitudes, etc. etc. N'oubliez pas non plus avant de partir, peut-être d'arrêter votre journal si vous ne voulez pas que le journal arrive et de payer vos factures, ça c'est important. Voilà, alors n'hésitez pas à utiliser ce service qui est quasiment gratuit et qui va vous rendre la vie, les voyages et la vie beaucoup plus heureuse. L'apnée du sommeil, dont le nom scientifique c'est le syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil, la forme la plus fréquente, c'est l'apnée du sommeil obstructif. Donc, les tissus mous qui sont derrière notre gorge, donc le palais mou, la langue et puis d'autres structures, quand on est allongé puis qu'on dort, tous les muscles se relâchent et toutes ces structures qui sont molles se relâchent aussi. Ils forment une espèce de clapet dans le fond de la gorge qui fait en sorte que ça bloque les respirations. Alors, c'est des périodes d'apnée qui peuvent être de 10 secondes à 30 secondes. Alors, à un moment donné, nous, si on souffre d'apnée du sommeil, on ne se rend pas compte qu'on étouffe.
Mais notre corps est obligé de se réveiller violemment parce que les détecteurs d'oxygène de notre cerveau vont dire, bien, tu es en train d'étouffer, vont envoyer un signal au corps de se réveiller et une espèce de décharge adrénergique qui fait en sorte que le corps se réveille, même si nous, on n'a pas conscience qu'on se réveille. Et là, tout à coup, on a une espèce de ronflement explosif, gros ronflement qui fait en sorte que le tonus musculaire a augmenté, puis on force l'air à rentrer. Alors, il faut vraiment faire la distinction entre le ronflement, le petit ronron, et puis une espèce de ronflement explosif qui est précédé et suivi par des périodes d'apnée où on ne respire pas. Les meilleurs témoins de ça, ce sont les conjoints, la famille, les conjoints de lit, qui font en sorte que eux, ils vont se rendre compte, « Hey, mon conjoint est en train d'étouffer. » Tout à coup, il fait un gros ronflement, puis on a beau essayer de le réveiller à ce moment-là, cette personne-là dort. J'ai vu des patients qui faisaient plus qu'une apnée par minute toute la nuit. Imaginez que votre corps se réveille aux minutes, toute la nuit, et quand il se réveille, il y a une poussée de pression qui est subite. Alors, l'apnée du sommeil, c'est pas juste une affaire de ronflement. On a des maladies cardiovasculaires, des infarctus qui sont liés à ça, de l'hypertension artérielle, on a de la dysfonction érectile chez les hommes, on a des changements de personnalité, de l'irritabilité, de la dépression, on a des gens qui s'endorment sur la route, qui s'endorment au travail. Alors, ça a quand même des conséquences pour la santé très sérieuses. Pour diagnostiquer l'apnée du sommeil, il y a différentes choses. Il y a un questionnaire qui est très utile. On va détecter des signes indirects d'apnée du sommeil, donc la fatigabilité le matin, le fait de s'endormir au travail, s'endormir sur la route, les gens qui sont, par exemple, hypertendus, on l'a dit. Si on a le conjoint peut être très utile, compléter le questionnaire. J'ai parlé de ronflement explosif puis de périodes d'apnée où on arrête de respirer de 10 à 30 secondes pendant la nuit à plusieurs reprises. Maintenant, si on va aller vers des tests diagnostiques chez le médecin, il y a le laboratoire du sommeil qui va nous faire un test de polysomnographie. Donc, on couche dans un laboratoire, un technicien nous surveille, puis on peut vraiment mesurer la respiration du patient, puis on peut mesurer son taux d'oxygène, entre autres, pendant la nuit. Il y a aussi des compagnies qui louent cet équipement-là à domicile, mais à ce moment-là, d'habitude, il y a des frais qui peuvent être assez onéreux. Donc ça, c'est le test de choix, sa polysomnographie. Oui, ça se traite et je dirais que ça peut quasiment se prévenir. C'est très souvent, ce sont des gens qui sont obèses, qui ont un excédent de poids. Le fait d'être couché sur le dos, comme je dis, c'est une chose qui va aggraver les symptômes. On peut diminuer nos symptômes en couchant sur le côté. On met un oreiller dans notre dos. Il y a des gens qui vont se coudre une balle de tennis dans une poche en arrière de leur pyjama. Alors, quand ils se tournent sur le dos, c'est inconfortable. Ils ont tendance à retourner sur le côté. Les traitements les plus courants, c'est le CPAP, qui est une machine, une espèce de masque nasal qui va pousser de l'air dans notre nez toute la nuit pour ouvrir les voies respiratoires, pour faire en sorte que c'est beaucoup moins dur de respirer, même si les structures, comme j'ai dit, dans le palais mou, sont affaissées, sont relâchées. Il y a d'autres traitements, un appareil dentaire que certains dentistes sont habilités à construire et installer, et ça va venir avancer la mâchoire pour dégager le fond de la gorge. Il y a des traitements chirurgicaux aussi. Alors, je vous dirais que quand ça fonctionne bien, le CPAP, c'est un petit ventilateur qui fait du bruit, il fait pas mal moins de bruit que les gros ronflements explosifs. Et les gens, rapidement, quand ça fonctionne bien, quand la machine est bien ajustée, ils voient tout de suite un sommeil réparateur, ils voient vraiment une amélioration de la qualité de vie. Les choses à éviter, puis là, je mets les gens en garde. Vous êtes fatigué, vous dites, docteur, je pense que je dors mal, je suis trop fatigué. Le médecin, s'il n'a pas vraiment exploré cette sphère-là, va peut-être vous donner des somnifères. Vous allez peut-être en acheter à la pharmacie. Ça va aggraver. L'alcool aussi va aggraver. Les somnifères, les benzodiazépines, ce qu'on achète sur les tablettes aussi, ça relâche les muscles. Non seulement ça relâche encore plus les muscles, le ronflement risque d'être encore plus fort, l'apnée encore plus sévère, mais comme on est sous l'influence du médicament, on est moins capable aussi de se réveiller puis de prendre la bonne respiration. L'alcool, c'est la même chose, puis je vais mettre les gens à la maison, je les défie, là, des gens qui ont tendance à faire des ronflements explosifs. Si vous prenez un coup le soir, vous allez remarquer que souvent les ronflements sont beaucoup plus forts. Alors, c'est vous dire que c'est des choses à éviter parce que ça aggrave les symptômes.